Lorsqu'on parle de grossesse, on parle souvent de bonnes nouvelles et pourtant, parfois, lorsqu'il y a grossesse, il y a aussi de mauvaises nouvelles. C'est pour ça qu'il me semblait important aujourd'hui de parler avec vous de deuil périnatal et je reçois Marie. Merci beaucoup Marie de vouloir parler de ça avec moi. Merci de me donner la possibilité d'en parler. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder et vraiment merci parce que je pense que cette vidéo servira à beaucoup de monde. D'ailleurs, que vous soyez confrontés à l'épreuve du deuil périnatal ou que vous ayez des proches qui soient confrontés à cet événement, restez jusqu'au bout de la vidéo. On va d'abord parler de ton expérience Marie et on terminera par donner des conseils pour les proches. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter Marie? On te connaît sous le nom de Little Bunbao. Mais qui es-tu Marie? Dis-nous tout. Alors, je suis Marie Cao, je suis autrice et formatrice dans le cadre des signes pour les bébés. Je partage avec les parents des signes pour qu'ils puissent les mettre en place avec leurs enfants, pour que les bébés puissent communiquer à l'aide de petits signes avant de commencer à parler. Tu es également maman. Également maman de 2 petites filles qui ont aujourd'hui bientôt 2 ans et bientôt 5 ans et qui sont en pleine forme. Et avant ces 2 filles, tu as été confrontée à devoir prendre une décision qui est l'interruption médicale de grossesse. On parle aussi d'IMG. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été découvert? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué à ton mari et toi? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, c'est sur ma toute première grossesse. J'ai fait l'échographie du premier trimestre, RAS, tout va bien. Et pour une visite de contrôle, j'avais quelques petites contractions au cours du 4e mois. On me fait une échographie et là, la personne qui fait l'échographie voit qu'il y a un problème au niveau cardiaque. C'est une tétralogie de Fallot, donc c'est quelque chose au niveau cardiaque qui, à l'intérieur, ne pose aucun souci. Mais une fois à l'extérieur, il y aura besoin de la partie pulmonaire, de l'artère pulmonaire pour pouvoir respirer. Et donc, à ce moment-là, on nous parle tout simplement juste d'opération à la naissance. À la naissance. On ne vous parle pas tout de suite d'interrompre cette grossesse. Quand on vous annonce quand même cette pathologie cardiaque, qu'est-ce que vous vous dites? Et au bout de combien de temps on vous a dit, en fait, vraiment, là, on va se poser la question de la poursuite ou non de cette grossesse? Alors, au départ, la médecin qui nous prend en charge est hyper positive. Elle nous dit qu'il n'y aura pas de souci, qu'il n'y a pas du tout besoin de songer à interrompre la grossesse. Je sens que quelque chose vraiment ne va pas, je suis hyper inquiète et donc je cherche des rendez-vous jusqu'à obtenir un rendez-vous avec un cardiopédiatre. Ça prend du temps, on est sur 3-4 semaines après, qui là nous annonce qu'effectivement il y a une cardiopathie qui peut être dans une zone de gris jusqu'au noir absolu et qu'il faut encore attendre. Donc on attend et c'est à ce moment-là, on va dire 3 semaines encore après, qu'on a les résultats plutôt définitifs sur une cardiopathie qui est non viable et qui nécessite de prendre la décision d'arrêter la grossesse. Est-ce que à ce moment-là, vous vous êtes posé la question l'un et l'autre de prendre cette décision, de finalement ne pas interrompre la grossesse? Est-ce que ça a été une évidence pour vous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quand je suis face au cardiopédiatre qui est en train de me dessiner le cœur normal d'un enfant, le cœur de ma fille après l'opération numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à 8, et que je le regarde dans les yeux pour lui demander est-ce qu'à tout moment, tout au long de sa vie, elle pourra mourir, il me dit oui. Je lui dis ok, c'est pas possible, je fais le choix d'arrêter la grossesse parce que le risque est trop énorme. Et il s'avéra qu'après, sur l'autopsie, on nous a dit que c'était pas du tout viable et qu'à la naissance, cette petite fille n'aurait pas pu vivre. Mais il n'y a pas eu de consensus. Ça a été un choix du cœur qui a été celui de ne pas lui imposer ça. Il est important ce terme, ce choix du cœur. Je t'avais entendu le dire dans le podcast que tu avais enregistré avec Clémentine Sarlat, La matrescence, justement dans l'épisode que vous avez enregistré ensemble, et je mettrai le lien en description. Tu expliques, et ça m'a frappée, que tu sentais dès le début qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quand j'apprends ma grossesse, de suite, je pense à la malformation, je pense que quelque chose ne va pas et j'en suis intimement persuadée. Mais vu que c'est mon premier bébé, je me dis, c'est un petit peu toutes les mamans qui traversent ça, toutes les mamans dès le départ ont cette espèce de terreur et j'apprendrai plus tard que non, sur les autres grossesses, j'ai pas pressenti ça.
Donc il y a quelque chose qui m'a alertée chez d'autres mamans qui ont vécu des grossesses similaires. Il y a eu quelque chose. Cette expérience, est-ce que tu dirais que vous l'avez vécue de la même manière au sein du couple, que ce soit l'annonce, que ce soit l'après? Parce que parfois aussi dans le couple, on ne vit pas les choses à la même vitesse ou on ne les exprime pas de la même manière. Vous, ça a été comment dans votre couple? Est-ce que vous l'avez vécu globalement de la même manière ou... Non, on l'a pas du tout vécu de la même manière. J'étais détruite. Et James ne s'est pas autorisé une seule seconde à être triste. Il devait être fort pour nous deux. Et moi, de mon côté, je ne voyais pas de peine dans ses attitudes. Je voyais pas de douleur. Parce qu'en fait, il intériorisait tout pour pas en surcharger. Donc, il y avait cette espèce de... Il y avait une discorde, il y avait quelque chose qui matchait pas, il y avait quelque chose qui était difficile, j'avais pas cet écho, ce reflet en face de moi. Ça a été très compliqué, il a fallu qu'on soit accompagnés bien après pour venir soigner aussi cette blessure-là au travers du couple, parce qu'on n'a pas vécu les choses de la même manière, même si lui au fond il a été très triste et très très marqué par cette histoire. C'est hyper juste ce que tu soulignes, et je pense que de tous les couples que j'ai rencontrés qui ont vécu ce même événement, c'est finalement assez rare que les deux membres du couple vivent la même chose, et dans ces cas-là c'est une décision pas simple mais hyper sage effectivement de se faire accompagner. Souvent aussi ce que mes patients me disent, déjà on vit ça dans le couple et ensuite c'est difficile de l'annoncer aux proches. Vous, est-ce que ça a été une épreuve aussi de l'annoncer à vos proches? Ça n'a pas franchement été une épreuve pour nous, on a juste envoyé des messages aux personnes à qui on l'avait déjà dit, dans notre cercle proche qui était notre cocon. On avait besoin de ces personnes-là autour de nous à ce moment-là. J'avais besoin d'avoir mes meilleurs amis, j'avais besoin d'avoir ma famille. Donc ces gens-là sont venus autour de nous, nous protéger et s'occuper de nous. J'ai envoyé effectivement quelques textos à des personnes un peu plus en dehors à qui j'ai dit maintenant on traverse quelque chose de compliqué, on ne sait pas si la grossesse va se poursuivre, donc il vaut mieux rester discret. Ça, c'est pour vos proches. L'une des questions qu'on soulève souvent aussi, c'est au niveau du boulot. À ce moment-là, tu étais en CDI. Oui. C'était quoi pour toi le boulot? Est-ce que, je sais pas, tu as eu un arrêt maladie? Au bout de combien de temps tu es retournée au travail? Comment tu as su leur annoncer? C'était quoi pour toi à ce moment-là le travail? Alors au départ, je me suis dit je vais travailler pour m'occuper. C'était carrément impossible. J'arrivais même pas à me lever, j'arrivais même pas à manger dans cette période d'attente. Donc au travail, j'ai posé un arrêt pour dépression. Effectivement, je suis beaucoup entourée de femmes. Dans le milieu d'interprète scolaire, ma chef était une femme et elle a su entendre ça et elle m'a dit prends le temps dont tu as besoin. Donc il y a eu beaucoup d'écoute et d'humain là-dedans. Après vient se poser la question de la grossesse d'après. Au bout de combien de temps vous vous êtes posé la question? Aucune. Je suis sortie de l'hôpital et de suite je voulais retomber enceinte. On m'a proposé des médicaments pour m'accompagner parce que ça allait pas, parce que j'allais vraiment très mal. J'ai refusé le moins de médicaments parce que mon objectif était de retomber enceinte le plus rapidement possible. Chose que je ne conseille pas. Si je pouvais me parler aujourd'hui, je me le conseille pas parce que je suis retombée enceinte trop tôt. J'avais pas fait mon deuil. Et je voulais un bébé pour revenir dans quelque chose, pour retrouver de la vie. Et c'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin vraiment de faire mon deuil et d'aller mieux avant d'accueillir un nouveau bébé. Parce que la grossesse qui a suivi a été très stressante. Et quelque chose qu'on ne dit pas souvent aux femmes qui ont vécu une IMG. Il y a une grossesse qui peut être compliquée, notamment il y a un risque de menace d'accouchement prématuré plus élevé, de contraction. Le corps réagit et j'aurais aimé le savoir. Sur cette seconde grossesse, j'aurais aimé qu'on me dise, vous inquiétez pas, votre corps réagit beaucoup parce que vous avez vécu ça. Mais oui, la grossesse a été très stressante. J'ai été alitée de 4 mois jusqu'à 8 mois. Parce que du coup, tu es retombée enceinte combien de temps après? Moins de 6 mois. Ok. Je retombe enceinte et c'est trop tôt. Donc grossesse difficile physiquement et psychologiquement. Je suis hospitalisée, je crois, 15 fois, dans une toute petite maternité absolument loin de là où je viens de tout vivre, où l'équipe prend en compte tout ce que j'ai vécu et m'accompagne, m'hospitalise les jours où je pleure trop, où je pense que je vais perdre mon bébé. Et on a vraiment une équipe qui nous chouchoute et qui nous amène jusqu'au bout. Quand mon corps n'y croit plus, parce que mon corps n'y croyait pas de pouvoir amener à terme une grossesse. Et donc finalement, c'est ce qui s'est passé. Et même encore quelques années suivantes, encore une nouvelle grossesse. Et cette fois-ci, comment tu la vis, vu que c'est pas la première grossesse d'après? C'est presque ma première vraie grossesse. Je la vis de manière pleine. Je me fais confiance. Je ressens les choses. Je suis pas embarrassée d'angoisse, de traumatisme. Je suis libre et je la vis mais pleinement. Et ça a été un épanouissement pour moi incroyable. Et puis une petite fille au bout qui
pète la forme. Vous lui aviez donné un prénom à ce premier enfant? Oui, elle s'appelle June. Est-ce que vous avez parlé ou est-ce que vous allez parler de June aux filles? Ma première, Bao, donc l'aînée, on lui a parlé très tôt. Je lui ai raconté, je crois qu'elle avait quelques semaines. Je savais pas comment le faire. Elle était posée sur son tapis d'éveil et j'ai raconté l'histoire. J'avais besoin, moi, de poser les mots et de savoir qu'elle entendait, même si elle ne comprenait pas grand-chose. Donc c'est une histoire qu'elle a beaucoup entendue. Il y a aussi mon tatouage. J'ai fait tatouer dans mon cou une hirondelle pour symboliser cet enfant qui était parti. Et donc c'est quelque chose qu'elle vient questionner de temps en temps. Ça avait été vraiment une histoire qu'on lui a racontée sur la généalogie. C'est-à-dire qu'avant elle, il y a eu un petit bébé qui n'a pas pu rester. Et elle est arrivée après. Parfois, elle en parle encore? Oui, c'est assez fréquent. Elle parle de June, de sa grande sœur June, qui n'a pas pu rester. Et c'est aussi un rapport qu'elle a au deuil, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui n'est pas triste, qu'elle sait que c'est quelque chose qui a été triste pour nous et difficile, mais qu'on a dépassé. Cette grossesse qui s'est interrompue, par rapport à aujourd'hui, c'était il y a combien de temps du coup? C'était il y a 6 ans. Et est-ce que tu dirais que tu t'en es remise? Et si oui, ça veut dire quoi pour toi s'en être remise? Alors je m'en suis remise et ça veut dire y trouver du sens. Et c'est très compliqué quand on vit ça de se dire non mais il n'y a pas de sens derrière une horrible nouvelle comme ça. Perdre la vie, il n'y a pas de sens derrière. Et pourtant si, le fait de vivre cette expérience-là, de perdre mon premier bébé, ça m'a permis de trouver mes limites, de survivre à ça, de connaître ce que c'est la résilience. De me rendre compte que cette petite fille qui n'est restée que 5-6 mois dans mon ventre m'a permis d'être la maman d'aujourd'hui, d'être cette maman qui vit sa maternité à 200%, qui a dans son rôle de parent hyper épanoui et qui sait vivre les moments les plus excellents et les plus beaux comme les pires. Je profite de la vie et surtout des moments de bonheur parce que je sais ce que c'est aussi la noirceur. Et ça, c'est ma fille, c'est June qui m'a offert ce cadeau-là en ne restant pas. C'est super beau ce que tu viens de dire, tu te rends compte de la beauté de la vie parce que tu as traversé la noirceur, c'est super beau et ça parlera sûrement à beaucoup de monde. Tout à l'heure, je disais qu'on allait donner des conseils pour les proches, justement. C'est une question qu'on me pose souvent, je pense qu'on te pose souvent aussi. Quand on n'est pas le couple concerné, mais qu'on a des proches, des amis, de la famille qui sont confrontés à un deuil périnatal, et là vraiment, peu importe le deuil périnatal, quels conseils tu peux donner pour les proches, des choses qui peuvent être conseillées ou peut-être clairement pas du tout? Alors, dans les choses conseillées, si c'est dans la période où le couple apprend la nouvelle, de vraiment apporter de l'aide physique, faire à manger, aider à prendre un bain, à coucher les gens, à les amener sur les différents rendez-vous, parce que c'est impensable, on n'est plus que l'ombre de soi-même dans ces moments-là. Il y a aussi toute la phase autour de célébrer cet enfant qui n'est plus là, proposer quelque chose, de planter un arbre, de peindre quelque chose, vraiment de montrer à ce couple qui vient de perdre son bébé que cet enfant a compté pour vous, que cet enfant comptera pour vous. Et comme mes amis, chaque année, n'oublie jamais la date de naissance de ma fille. Et c'est ça qui est important. Dans les choses à bannir absolument, c'est les fameuses phrases bateau qui font mal comme des coups de couteau. T'en auras d'autres des bébés. Parce que c'est pas d'autres bébés qu'on voit à ce moment-là, c'est ce bébé-là, c'est lui qu'on aime. C'est quelque chose un sujet très délicat, donc il faut y aller à petits pas de velours et vraiment apporter beaucoup d'amour à ce couple qui traverse cette épreuve-là et à ce bébé qui s'en va. C'est hyper juste ce que tu dis, apporter beaucoup d'amour, souvent comme tu dis, c'est un sujet délicat, donc on a peur de ne pas savoir trouver les mots, les gestes, de faire des impairs, etc. Mais je pense que, comme tout humain, on est capable de ressentir quand les choses sont faites avec beaucoup d'amour. Et si c'est une boussole, c'est souvent un bon cap qu'on peut prendre. Pour terminer cette vidéo, si tu avais un mot à dire pour les personnes qui sont confrontées au deuil périnatal, aujourd'hui peut-être des personnes qui ont tapé sur YouTube comment se remettre d'un deuil périnatal ou ce genre de choses, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Un pas après l'autre. Ne regardez pas au loin comment vous allez vous en sortir. Réfléchissez juste à demain. Faites en sorte de passer cette journée parce que le meilleur remède à ce que vous êtes en train de vivre, c'est le temps. Le temps va vous aider à cheminer, à trouver des ressources, à dépasser tout ça et trouver du sens. Donc faites en sorte de faire juste un pas après l'autre, pas plus.
Merci beaucoup Marie, vraiment merci pour ce cadeau que tu nous fais, de nous partager tout ça. Un grand merci. Voici Marie qui est lumineuse dans tout ce qu'elle nous raconte. Donc bien évidemment, je vous invite à vous abonner à son compte Marie partout. Sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Tous les liens sont en description bien évidemment. Et vous retrouverez toutes ces vidéos pour signer avec vos nouveau-nés voilà, et toute son énergie. Donc merci beaucoup Marie. Merci à toi. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien évidemment je vous invite à la liker. C'est aussi ce qui va permettre à l'algorithme de dire ok, cette vidéo elle peut aider d'autres personnes. Peut-être partagez-la si toutefois ça peut aider des personnes que vous connaissez. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et vous retrouverez juste ici sur le côté la dernière vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.